Lorsque je dis sushi, quelle est la première image qui vous vient en tête? Je pense que vous avez remarqué depuis le temps, mais j'aime bien commencer mes vidéos en essayant de faire réfléchir autour d'un cliché. Personnellement, j'ai cette image qui me vient en tête. Une tranche de saumon posée sur du riz. Eh bien, sachez que cette image est une interprétation moderne qui n'existe que depuis récemment à l'échelle de l'histoire du Japon. En fait, c'est même pire que ça, vous n'auriez probablement pas pu trouver ce sushi à la carte d'un restaurant au Japon avant la fin des années 80. C'est parti pour comprendre l'évolution du sushi. Le sushi n'est pas né par hasard, il y a même un processus plutôt logique derrière chacune de ces évolutions. Tout commence avec une problématique, comment conserver le poisson et la viande. On retrouve mention d'une technique peu banale dans des écrits du IIe siècle en Chine. L'idée est de bourrer le poisson de riz salé et ainsi le faire fermenter pendant des mois voire des années. Le riz permet d'éviter la putréfaction du poisson. Lorsqu'on souhaite consommer le poisson, on se débarrasse du riz devenu impropre à la consommation. Le poisson, lui, malgré une forte odeur, est consommable. Au Japon, des textes du 8e siècle font également mention de cette technique. On appelle cette recette primitive nare-zushi. Sushi, ici prononcé zushi, ça pourrait correspondre à l'idée d'un riz mariné accompagné. Et nare, ça peut signifier domestiqué. La technique est aussi bien utilisée pour conserver la carpe que la volaille. Mais c'est au Japon, au 15e siècle, qu'une variation apparaît. En faisant fermenter le tout bien moins longtemps, il vient à l'idée de consommer le riz en même temps que le poisson. C'est le nama narezushi, autrement dit, le narezushi brut ou incomplet. Le riz ne joue plus exclusivement le rôle de conservateur. Grâce au vinaigre notamment, il devient possible de grandement réduire la durée de fermentation. Au XVIe siècle, on commence à parler de hayazushi, qu'on pourrait traduire par sushi précoce. Mais même si le poisson est consommé avec le riz, on est encore loin du sushi moderne. Arrêtons-nous maintenant au 19e siècle, à Edo, l'ancien nom de Tokyo. Ici, la vie bat son plein. C'est l'une des villes les plus peuplées du monde. Avec toute cette effervescence, les plats rapidement consommables deviennent populaires. Le narezushi et ses variantes nécessitant une fermentation ne conviennent pas à la consommation rapide. On veut être capable de manger le sushi immédiatement. À cette époque apparaît alors une nouvelle recette qui se prête aux exigences de consommation rapide. On prend une boule de riz vinaigrée, nigiri, sur laquelle on pose directement une tranche de poisson frais, sashimi. C'est le nigiri-zushi, souvent perçu comme la forme moderne du sushi dans l'imaginaire collectif. D'autres variations apparaissent alors avec la même idée de consommation rapide. C'est le cas du maki. Ces nouveautés apportent néanmoins une certaine limitation. Elles ne peuvent être consommées qu'avec du poisson frais, faute de savoir conserver correctement le poisson à cette époque. Ces recettes se limitent donc aux poissons locaux. Il semblerait que les sushis de l'époque étaient principalement faits à base de crevettes, de thon, d'œufs, de blanchailles, de gésier japonais ou d'anguilles. La sauce soja et le wasabi deviennent également d'importants accompagnements. Leur taille aurait été plus grande qu'aujourd'hui, et leur consommation se faisait à la main. Le sushi a ensuite continué d'évoluer avec de nombreuses variantes. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gunkan maki apparaît. Il ressemble au navire de guerre, gunkan en japonais. Ce serait avec ce type de sushi que les œufs de poisson et l'oursin se seraient popularisés comme ingrédients classiques du sushi. Mais ces évolutions restent très japonaises. En anglais, la plus vieille mention du terme sushi date de 1873. Ce serait une sorte de nourriture faite à base de riz et de poisson assaisonné de vinaigre. En fait, au début du XXe siècle, ce sushi avait du mal à s'exporter à l'international pour une raison simple. Beaucoup de cultures ne sont pas habituées à consommer du poisson cru. Dans les années 70, en Amérique du Nord, des chefs d'origine japonaise développent et popularisent les rolls pour s'adapter aux habitudes locales. I came in 1971. Of course, at that time, people are afraid to eat raw fish and seaweed. So we like to working very hard to introduce to, Canadian people. Of course, they're afraid to the seaweed. So I hiding, I'm cheating, Then people love it. Sous cette forme, l'aspect poisson cru est bien moins évident. Le plus connu des rolls reste sans doute le California Roll, qui introduit l'avocat dans le monde du sushi. So people call it now California roll. Japanese people, they say, this is a breaking tradition. D'autres ingrédients s'invitent sur la table, le crabe, la mayonnaise ou les graines de sésame. Ces rolls restent malgré tout peu présents sur les menus des restaurants au Japon. La suite, c'est la popularisation grandissante du sushi dans le reste du monde, que ce soit sous sa forme de roll, nigiri ou maki. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que ce sushi était introuvable au Japon avant la fin des années 80. Ça ressemble quand même pas mal à un nigiri sushi de la période Edo, non? Effectivement, mais il y a une dernière évolution majeure qui s'est produite au Japon dont je ne vous ai pas parlé. Mais pour bien comprendre tout ça, il nous faut remonter dans les années 70, mais pas n'importe où, puisqu'il nous faut nous rendre en Norvège. En 1970, les frères Grønvoet réussissent ce qui est a priori une première dans l'histoire de l'humanité. Ils ont créé un élevage de saumon atlantique. Cette pratique rentable se propage sur toute la côte atlantique de la Norvège au cours des années 70.
Grâce aux techniques de surgélation qui se sont popularisées après la Seconde Guerre mondiale, il est maintenant plus facile de stocker en quantité industrielle le poisson sur de plus longues durées. Mais tout cela va mettre en tension la Norvège. Le saumon s'accumule de plus en plus, si bien que le pays se retrouve rapidement avec un trop-plein de poissons pour ses quelques 4 millions d'habitants de l'époque. Les producteurs n'ont d'autre choix que de chercher à s'exporter à l'international. Le Japon, grand consommateur de poissons, est une cible envisagée. Problème, dans les années 70, le Japon est autosuffisant dans sa consommation de poissons. La pêche du pays suffit largement à couvrir les besoins de sa population. Et puis, on trouve aussi une variété de saumon dans l'océan Pacifique. Pourquoi donc l'importer? Au Japon, ce saumon est fréquemment utilisé pour des grillades par exemple. Les producteurs norvégiens doivent donc se tourner vers d'autres pays. Mais tout ça va changer dans les années 80. La surpêche japonaise a grandement diminué les réserves de poissons du pays, si bien que les eaux japonaises ne parviennent plus à suivre le rythme de consommation. La Norvège, qui s'inquiète de plus en plus de voir le saumon s'accumuler dans le pays, initie alors ce qu'ils appellent en norvégien « Projekt Japan ». C'est une initiative gouvernementale pour vendre son poisson au Japon. Le pays nordique parvient à vendre un peu de son stock au Japon pour des grillades, mais c'est loin d'être suffisant. Arrive alors Björn Eirik Olsen, qui prend la tête du projet Japon en 1985. Il a une drôle d'idée, faire des sushis au saumon. Je vais laisser Monsieur Olsen raconter ce que les Japonais lui ont dit lorsqu'il a soumis son idée de sushi au saumon. And they say it's impossible. We Japanese do not eat salmon raw. They say it doesn't taste good. They say the color is wrong also, it should be redder. It has a smell. And they say that the head has the wrong shape. Oui, que ce soit pour les nare-sushi ou les sushis de la période Edo, jamais le saumon cru n'a été utilisé comme ingrédient. Le Japon a même une mauvaise image de ce poisson sous sa forme crue. Ce serait un nid à parasites. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Japon ne le consomme qu'en grillade. Mais Olsen persiste. S'il fait une grosse vente, peu importe le prix, il est convaincu de pouvoir changer l'image du saumon cru auprès des Japonais. Après des années de négociations, il parvient enfin à vendre plusieurs tonnes de saumon à l'entreprise de surgelés Nichirei, le tout pour 3 fois rien. Le marketing va ensuite prendre le relais. Au lieu de vendre ce poisson shake, c'est le nom du saumon en japonais, le saumon norvégien sera appelé salmon, de l'anglais salmon. Ainsi, on évite de lui associer la mauvaise image du saumon cru japonais. Et c'est un succès. Dans les années 90, le sushi au saumon s'impose dans tous les kaiten sushi japonais. Cela ne change pas vraiment les habitudes des grandes chaînes à tapis roulant, puisque bien souvent le poisson y est surgelé. Mais revenons maintenant à ma première impression. Ce qui faisait que ce sushi était introuvable avant la fin des années 80, ce n'était pas sa forme, mais bien sa garniture. Le sushi au saumon de type nigiri est une invention moderne initiée par une démarche norvégienne. C'est ce pays nordique qui a ouvert la voie à l'importation du saumon au Japon. Aujourd'hui, le saumon est souvent cité parmi les garnitures préférées des Japonais. La Norvège, avec son projet Japon, a donc plus que réussi son coup. Mais malgré cette popularité, les grands chefs, souvent formés avant l'importation du saumon norvégien et qui préfèrent utiliser du poisson frais, n'apprécient guère les sushis au saumon. I'm not eat salmon. Wait, never? Yeah, I never eat salmon, you know. Can we get you to try it today? Tomorrow. Mañana. Bien, finalement, on peut voir que l'évolution du sushi au cours du temps est étonnamment assez logique. Le riz servait initialement à préserver le poisson par fermentation, mais les Japonais ont progressivement cherché à réduire ce temps de fermentation, jusqu'à aboutir à des formes propices à la consommation rapide. Le sushi a continué d'évoluer au Japon, mais aussi en dehors. De nombreux ingrédients se sont ajoutés au fil du temps. Le saumon, symbole de l'extrême mondialisation, est sans doute l'ingrédient qui a fait l'entrée la plus fracassante dans le monde du sushi. On peut sans doute, pour plaisanter ou par habitude gustative, prendre une posture élitiste vis-à-vis de telle ou telle forme de sushi. Mais il faut bien comprendre que les recettes évoluent, et que le standard d'hier n'est plus forcément celui d'aujourd'hui. Il serait dommage de nier des pans entiers de la richesse culinaire du sushi, qu'il soit japonais ou non.